quand Isabelle m'a proposé de parler du thème de politiquement correct, au début, j'étais un peu content. Moi, je marche, je suis à ralenti, moi, donc ok. Mais j'étais un peu ennuyé, je vous dis, un peu tracassé plutôt. Parce qu'après tout, quand on voit les slogans contre le politiquement correct, on peut rassembler tout ce qui est contre, ça sent pas toujours très bon. Alors je me demandais quand même s'il fallait pas quand même un petit peu de correct dans les discours politiques. Et puis je me suis dit que, d'abord ton exposé évidemment m'a rassuré, mais je veux dire, je n'étais pas très inquiet. Mais je me suis dit que peut-être le terme à penser, c'était politique, dans cette affaire de politiquement correct. Alors, une question extrêmement urgente. Hein. Aujourd'hui, c'est jour d'élection. Bon, enfin, les autres jours, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique. Question extrêmement urgente, qui est la suivante, qui est quelle relation d'inconnu peut accepter le politique ? C'est-à-dire que quand on parle par exemple de citoyens, ou des mots dont on a plein la bouche, ou de laïcité, pose quand même la question qu'on peut inclure de l'inconnu. Voilà. Alors, moi je viens pas tellement d'une famille, on n'était pas très politique dans la famille, bon. Mais quand même d'une ancienne culture qui semble plus tellement au goût du jour. Où quand on parlait de laïcité, c'était dans cette idée, au fond, que personne n'avait à se poser comme le représentant de quelque groupe que ce soit, dire, sa famille, sa religion, son groupe ethnique, son groupe communautaire. Au fond, la laïcité, c'est pas tellement affaire de se demander ce qu'on se mettait sur la tête ou autour du cou. C'était qu'on pouvait trouver un certain nombre de règles du jeu, parce que moi, le mot de valeur, on dit tellement de choses avec ça que je ne sais pas trop quoi en faire. Je ne dis pas que ce soit un mot. Je ne dis pas que ce soit un mot, comment dire, négligeable, je dis simplement qu'il nécessite un énorme travail, et que quand on met le mot valeur au premier plan, on ne fait pas ce travail. Voilà. Et ça nécessitait un certain nombre de règles du jeu, qui étaient des règles du jeu de discrimination. Pas de discrimination des gens, je veux dire, de discrimination des régimes de la parole. Voilà. Par ce terme très abstrait, je vais le rendre plus concret en disant, par exemple, que on pouvait être dans des zones d'antagonisme, dans des zones de dialogue, dans des zones où le contact avec l'autre pouvait nous faire changer notre point de vue sur nous-mêmes. Font que la laïcité se comprenait dans certaines cultures plutôt de gauche humaniste, avec des Roland de Goupillon, pas trop, mais quand même, sait-on jamais. À la Lichtenberg, plutôt athée, mais considérant que les valeurs chrétiennes, c'était quand même celles qui fondaient un peu plus de respect entre les gens. J'adhère pas à ça, mais je viens de là, quoi. Et donc, il y avait cette idée, au fond, que la laïcité, c'était ce qui pouvait permettre le dialogue, et que les enjeux du dialogue, c'était de changer. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, c'était pas empoisonné par la question identitaire. Et je pense que là où on est empoisonné par la question identitaire, le politique cède du terrain. Voilà. Et à ce moment-là, politiquement correct, si c'est effectivement quelque chose qui dit que nous avons à penser l'autre d'abord dans sa différence, et puis à l'enfermer dans cette différence, eh bien, c'est le politique qui s'effondre. Et c'est la laïcité qui s'effondre. Voilà. Le terme qui est du grand bluff dans cette affaire, me semble-t-il, c'est le terme de respect. Parce que j'ai jamais compris en quoi c'était respecter l'autre que l'assigner à une identité figée, hein, potentiellement menacée, et s'assigner du même coup soit à deux positions. Soit celui qui appartient à une autre identité menacée. Alors, nous sommes traversés par des discours victimaires qui peuvent être religieux, qui peuvent être politiques, qui peuvent être évidemment professionnels. Et les psychanalystes n'arrêtent pas d'être traversés par des discours victimaires. Fleurit un livre plus ou moins con, plus ou moins averti parfois, hostile à la psychanalyse, qu'on sent tout d'un coup qu'injustement,
nos innocentes âmes sont perverties par un jet de boue qui vient directement de la force motrice du malin. Hein. Mais voilà, je veux dire que tout ça, pour moi, ça fait effet, non pas de nouveauté soudaine, mais d'une lente évolution, j'aime pas trop à dire vrai. Ça, c'est le premier point. L'autre, il est dans son identité minoritaire parce que je suis dans mon identité minoritaire. On se fait des coucous comme ça, entre minorités, voilà, un peu comme des tribus décimées de l'Amazonie qui saluent avec leurs derniers oriflammes. Ou alors, ce qui me semble quand même plus vrai, hélas, on s'identifie aux distributeurs d'identité. Et là, il y a un marché de l'identité, c'était très très étudié par le sociologue Bernard Badi, marché de l'identité. Alors, à ce moment-là, on distribue des identités, ce qui est une espèce de résurgence de la logique coloniale, mais, je dirais, activée par un masochisme géopolitique. Et quand je dis masochisme géopolitique, ça voudrait dire que chacun s'identifie à une espèce de parcelle, comme ça, d'humanité, en voie de disparition. Les cultures ne seraient plus que d'infinis pandas en train de lutter pour leur bout de bambou. Tout ça est évidemment assez consternant parce que ça donne aucune possibilité de vivre avec l'autre, et véritablement, et surtout parce que, enfin surtout et aussi parce que vivre avec l'autre c'est quand même bien, que ça nous empêche d'entretenir une relation d'incertitude vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, où le culte de l'identité a comme défaut principal, c'est pas le seul, parce qu'on voit très bien, et je dirais pourquoi, selon moi, ça débouche nécessairement sur la haine, mais que ce culte d'identité a un défaut extraordinaire, c'est que nous-mêmes, nous ne pouvons pas être des étrangers à nous-mêmes. C'est terminé. Nous ne pouvons pas être des étrangers à nous-mêmes. Bon. Alors, dans les dialogues maintenant, du politiquement correct, on le voit dans les médias, bien sûr. On le voit dans l'actualité, bien sûr. On le voit aussi, je vais peut-être parler davantage de ça, quitte à ce que ça fasse un peu limité, un peu sclérosé, mais dans le rapport de notre culture à la folie. Je crois que ça c'est très important, je vais en parler un petit peu. Mais avant, je voudrais dire quelque chose. Ta lecture, à laquelle je souscris, et comme tu l'as amené d'abord dans nos débats, je dis ta lecture. Je précise donc que j'y souscris. Du politiquement correct, c'est une lecture qui fait de chacun un intouchable. Signale que intouchable, c'est le titre d'un film qui a peut-être un peu sublimé le coup bourreau-victime, mais enfin qui comporte peut-être aussi ses louches de démagogie. Un intouchable. Seulement, le statut de l'intouchable en politique, il est double. Il est double, et très rapidement, on peut aller d'un point à un autre. Il est double parce que l'intouchable, ça peut être le fétiche. Oui. C'est celui auquel on ne peut pas toucher. Pas toucher. On peut y toucher parce qu'il est tout d'une pièce, parce qu'il est extraordinaire. C'est par exemple, dans le discours fasciste, le travailleur français exploité par la faiblesse que l'État consent vis-à-vis du travailleur immigré. Voilà un intouchable. Mais d'un autre côté, l'intouchable, il va très vite basculer du côté de celui dont on aimerait bien se défaire. C'est-à-dire que la catégorie de l'intouchable, elle aussi, entre le pervers, le fétiche et le rebut. Voilà. Alors, les uns et nous autres, pas les autres, c'est nous-mêmes, donc nous autres, nous-mêmes, donc nous autres. Si on souscrit à cette idée, que ce soit, alors, par rapport à notre confession, peut-être pas, par rapport à notre profession, que sais-je, qu'on serait comme ça uniquement des victimes, eh bien on prend assez aisément un ticket d'entrée pour la caste de ceux qui vont prendre plein gueule. Voilà. Et ça, c'est un problème. D'autre part, l'autre problème que je verrai dans cette histoire du politiquement correct, qui, en quelque sorte, va donner aux minoritaires un faux nez, un nez de clown. Il parle en maître, mais il parle en maître à condition qu'il ne parle que de la façon dont on suppose qu'il peut parler. Voilà. Ça, c'est un faux nez de clown, ça. Bon.
L'autre point, c'est qu'il y a véritablement sur notre parole une suspicion. C'est-à-dire que si le politiquement correct gagne comme ça, il va gagner toujours de façon horizontale. C'est-à-dire que ce n'est pas une censure d'État. Une censure horizontale qui peut mobiliser la justice toujours de façon horizontale, c'est-à-dire que c'est toujours des réseaux, des associations pour la défense dont on ne sait plus si c'est la défense des droits du sujet ou la défense des particularités du sujet. Ce qui n'est pas pareil. Parce que si je défends le droit de quelqu'un, c'est dans son imparticularité. Dans le fait que je hisse sa particularité au rang abstrait d'une imparticularité qu'il fait rentrer dans le sujet de droit. Le sujet de droit, il n'a absolument aucune coloration d'âge, de sexe, de religion, etc. Il y a du sujet du droit ou il n'y a pas du sujet du droit. Alors, je reprends un peu là le fil de ma pensée, plutôt. Je crois que cet incise me semble quelque peu nécessaire. Ce qu'on peut dire comme ça de cette espèce d'élargissement du politiquement correct, c'est que ça va de pair avec une certaine phobie de l'autre. Bon. Ça, bien sûr, mais aussi avec une amputation du langage. Pourquoi ? Parce que si cette nouvelle définition des rapports sociaux ou des places sociales se fait au nom qu'un individu va être représenté par un seul trait, son sexe, sa religion. Alors que nous sommes tous représentés par une constellation de traits qui sont en rapport compliqué, voire conflictuel les uns avec les autres. Mais si cette espèce d'extension du politiquement correct fabrique des hommes et des femmes qui sont représentés que par un trait, eh bien, il va de soi que notre langage n'a aucune raison de manier l'ironie, de manier l'équivoque, de manier l'humour, ou de faire entendre que ce que je dis, qui pourrait paraître scandaleux, devient libérateur considéré d'un autre point de vue. C'est peut-être un peu la différence entre Dieudonné et Desproges. C'est même très certainement la différence. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas... Qu'est-ce qui est libérateur chez Dieudonné ? C'est des affects passionnels au service d'une stigmatisation. Si cela n'était pas dans ce pays, on irait mieux. Ce qui est libérateur chez Desproges, c'est l'humour. L'humour, c'est une façon de se réconcilier avec son principe d'inconnu. Pourquoi je ris de ce que dit Desproges ? Parce que tout d'un coup, il me dit que mes montages identitaires, mes certitudes identitaires, peut-être que c'est pas là où je vais trouver ma liberté et ma vérité. Ma liberté, je la trouve parce que quelqu'un a la grâce de me débarrasser des armatures de mon moi. Et c'est la fonction de l'humour. Quand on travaille sur la fonction de l'humour, on n'est pas drôle. Bergson, parlant de l'humour, en disant la mécanique appliquée au vivant, n'est pas drôle, parce qu'il ne parle pas de l'humour. Il parle de ce qui peut faire rire un esprit malvenu, c'est-à-dire le nôtre, lorsque le voisin se casse la figure ou marche sur un râteau et se ramasse comme ça. Bon, effectivement, l'humour mécanique. Freud avait une autre idée de l'humour, reprise du reste, transmise dans les littératures françaises, à sa façon grinçante. Freud ne l'était pas, mais ils sont un peu sur la même plateforme, par André Breton, dans son anthologie de l'humour noir, évidemment le meilleur. Avec l'humour juif. Alors l'humour juif noir, je ne dis pas, c'est désopilant. Et cette question de l'humour, c'est qu'il y a la troisième personne qui surgit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelqu'un arrive en disant « Allez, riez les enfants », comme dans les émissions à la con, où on vous dit « Applaudissez maintenant », évidemment, les couillons applaudissent, parce que bon, là, ils passent à la télé, voilà. Bon, ça c'est terrifiant. La troisième personne, c'est cette dépersonnalisation salutaire qui saisit celui qui a fait le mot d'esprit, celui qui l'a entendu. Qui fait du reste que le mot d'esprit appartient autant à celui qui l'aimait qu'à celui qui l'entend. Mais faites un mot d'esprit à quelqu'un qui ne rit pas, eh bien, la générosité du mot d'esprit, c'est qu'il appartient à celui qui l'écoute. La fortune de ce que je dis naît dans ma langue, mais se complaît dans les oreilles de l'autre. Ça, c'est pas de Freud, c'est Shakespeare, mais il arrive quand même que Freud soit assez shakespearien à certains moments. Bon. Donc moi, c'est sur ce plan peut-être un petit peu mutin,
n'est-ce pas que l'heure d'un dimanche soir m'autorise un tout petit peu, que je prendrai cette question du politiquement correct qui me semble être un meurtre de l'humour. Voilà. Et ça, je crois que c'est grave. Parce qu'une politique sans humour, c'est quand même pas marrant. Je dis pas que la politique, c'est l'art de se foutre de tout, mais dire la politique, c'est du bricolage. Quand on bricole, il faut de l'humour. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire une politique sans humour? Est-ce que c'est une formule creuse? Ça veut dire un discours politique qui s'interdit, qui s'interdit la stigmatisation. L'humour, c'est une machine à soigner les passions. Donc, une politique sans humour, c'est une politique qui renonce à soigner les passions. On n'est quand même pas tombé de la dernière pluie, quoi. Pour penser le politique, évidemment qu'on a on a Tocqueville, évidemment qu'on a Hobbes, évidemment qu'on a Hume, évidemment qu'on a Kant, évidemment qu'on a les Grecs, quand même. Il ne s'agit pas de dire que notre démocratie doit être la même que la leur. Le point sur lequel elle n'est pas la même que la leur, c'est que quand les Athéniens devaient élire un chef, ils le choisissaient au sort. Parce qu'ils étaient tous aussi bien. Donc, il n'y a aucune raison d'en privilégier un. Bon. La démocratie athénienne, c'est une démocratie qui invente la tragédie, parce qu'avant la démocratie, il n'y avait pas de tragédie. Prenez les grandes pièces de Sophocle, d'Euripide, d'Échille, elles rentrent dans le répertoire parce qu'il y a Athènes, parce qu'avant une pièce de théâtre, on la jouait qu'une seule fois. Et après, c'était fini. De même qu'on brûle encore le bonhomme carnaval au Brésil ou en Suisse, de même, cette pièce qui était jouée, c'était qu'une seule fois. Un peu comme les mystères du Moyen-Âge. Et puis quand la démocratie a vu le jour, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques, c'est pas bon. Il y a deux petites choses quand même qui sont intéressantes à noter par rapport à politiquement correct. La première chose, c'est qu'elle a établi le répertoire tragique. On commence à construire des théâtres en dur. Les premières pièces de Sophocle étaient jouées sur des tréteaux. Deuxième chose, peut-être, complètement, petit détail. Bon, dans les détails, il y a des bouts de vérité qui scintillent. C'est qu'au moment où on invente la démocratie, il y a des tas de petits traités qui disent aux Grecs « apprenez à vous regarder dans les yeux ». Alors, il y a grand texte qui va être concassé par Platon dans les lois, dans la République, puis dans l'étranger, ça c'est un petit peu politique avec l'étranger, c'est un peu une désillusion, j'en avais déjà parlé ici. Mais à côté de ça, il y a des petits manuels de gymnastique des yeux. Il faut apprendre à se regarder en face. Mais apprendre à se regarder en face, c'est pas pour contempler que l'autre n'est pas comme moi. C'est pour contempler qu'entre l'autre et moi, il y a un principe d'incertitude qui permet de tenir debout. C'est que l'autre est mon étranger à mesure que moi, je suis aussi mon étranger. Ça, c'est tout à fait important. Ça, c'est l'invention de la démocratie. Et pourquoi je lis ? D'abord, je lis parce que c'est comme ça a été établi par des historiens. Je ne suis pas historien, mais je les lis. Les historiens, c'est pas si mal. Moi, photographe fait bien. L'histoire de la mise en place de la tragédie. Parce que la tragédie, c'est ce qui apprend au sujet qu'il y a un lieu pour satisfaire les passions. Et qu'en même temps, cette satisfaction des passions doit s'éduquer, Aristote, Poétique de 6, dans le sens de la compassion. Le chagrin, c'est pas le mélo, c'est la compassion. Et la crainte. La crainte, c'est pas la peur, c'est pas la phobie. La crainte, c'est qu'à partir du moment où je suis citoyen, mes actions vont avoir une certaine importance que je ne peux référer qu'à moi-même. Pas à moi-même comme athénien, pas à moi-même comme grec, mais à moi-même comme enfant du logos. Dans le politiquement correct, on n'est pas enfant de la parole, on n'est pas enfant du logos. On ne devient qu'étroitement enfant de ses parents, même pas de ses grands-parents. Ce qui prouve du reste, qui sonne évidemment le glas des espoirs de filiation d'un certain nombre de jeunes, ce qui n'excuse pas tout. L'humiliation n'a jamais tout excusé. Pas du tout d'accord. J'en dis, ils sont humiliés, donc ils ont le droit. Si tous les humiliés avaient le droit de me tuer, merci, bravo. Bon, mais c'est ce désespoir qui est qu'au fond, de quoi sont-ils les fils et les filles ? Donc pour cela, imaginez une tradition folle. Folle en quoi ? Folle au sens que ce serait une tradition où il n'y a pas d'hybridation, où il n'y a pas de partage, où il n'y a pas d'incertitude. Si je prends l'exemple très simple du Coran,
exemple très simple du Coran. Il y a quand même à savoir que dans la biographie du prophète, qui s'appelle Mohammed, sont des prophètes de Tabari, il est dit qu'après avoir trouvé auprès du féminin vénéré, que la source d'inspiration de Jibril, que nous appelons dans la chrétienté Gabriel, était effectivement du côté du divin et pas du diable, ce témoignage dont le prophète est encombré, il va le confier à un habitant de sa ville, qui s'appelle Waraka, ça veut dire feuille. Il va le confier à une feuille. Cet habitant s'appelle Waraka, c'est une feuille. Mais il a la particularité d'être le seul interlocuteur du prophète qui est chrétien. Alors, je veux dire, si on prend les textes n'importe quel texte fondateur, on se rendra compte qu'il y a des principes d'hybridation, des principes de mélange, que d'autre part, il y a des incertitudes sur le témoignage. Une fois, par exemple, à relire le Coran, je me suis rendu compte, parce que tout ça m'a amené à relire le Coran quand même, c'est mon intérêt, je ne dis pas qu'il faut le faire, c'est mon intérêt, que le seul meurtre attesté, c'est celui d'Abel Parquin, déjà, et que lorsqu'il s'agit de la ligature d'Isaac, qu'on appelle nous le sacrifice d'Abraham, c'est raconté comme un songe, qui permet de dire plus tard à un mystique soufi qu'après tout Abraham il n'avait rien compris sur ce qu'était un père. Et en ce qui concerne la crucifixion, mais on trouve ça déjà dans quelques évangiles apocryphes dans celui de Barnabé, c'est une illusion. Ils ont dit qu'ils ont vu. Donc, actuellement, vous avez un tas de zigotos qui se réclament d'une pureté des origines, mais si vous allez lire le texte des origines, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de pureté. Donc, ça veut dire que l'encloisonnement dans des petites communautés égarées, peut-être encombrées, mais qui ne l'est pas dans l'ordre de sa filiation, mais qui ne l'est pas, quand même, vont s'inventer une origine complètement mythique, mais même pas mythique, complètement fallacieuse, alors que tous les textes qui fondent nos humanités, qui fondent quel que soit notre degré de croyance, notre rapport plus ou moins désiré, plus ou moins détesté, toujours insistant au sacré, tous ces textes n'ont rien de politiquement correct. Pas parce qu'ils prônent parfois la violence, comme tous les textes du monothéisme. Le Coran s'est gratiné, mais certains passages de l'Évangile ou de la Bible sont aussi. Mais ils sont tout à fait hétérogènes. Donc un autre point, même si je vais chatouiller ce truc-là qui nous est renvoyé à la figure, il ne faudrait pas le chatouiller trop aussi. Mais un autre point, c'est que le politiquement correct oublie que ce que l'on appelle un point d'origine, c'est constamment un point de réinterprétation. Voilà. Et qu'il n'y a rien de plus volubile, changeant que la tradition. Il y a aussi un discours du politiquement correct sur la tradition qui semble dire que la tradition, c'est ce qui doit être contemporain de l'ancêtre. Ah non, la tradition, c'est ce qui nous éloigne de l'ancêtre, par des successions de réinterprétations, de réajustements, etc. Donc, c'est quelque chose d'incroyable que cette théorisation du social, sans lien, en mosaïque comme ça d'identité, et c'est un effet mécanique de cela, que si je ne suis représenté que par un seul trait, alors je suis en danger. C'est mécanique. Bien sûr qu'il y a des violences intercommunautaires et intracommunautaires qui sont absolument ignobles, qu'il faut combattre par les moyens légaux, mais en même temps, le champ psychique de ce politiquement correct, c'est un champ psychique où très bien, sous une devanture de fierté de n'être qu'une seule chose, se déchaînent les affects de honte et les affects de haine, avec le fait que ces affects, ils peuvent plus tant que ça être pris en charge par le langage, parce que le langage humain, le discours, c'est un langage qui joue sur les ambiguïtés de notre identité, de notre appartenance au monde. Alors, une des cibles du politiquement correct, c'est la folie. Alors, nous sommes quand même dans un il ne faut pas faire dans le catastrophisme. Mais nous sommes dans un moment où la grande question posait la folie.
qui était comment la folie dit la vérité. C'est ça la grande question. C'est pas comment la folie est une absence de vérité. C'est pourquoi faut-il tomber malade pour avoir, comme ça, une telle proximité avec des vérités que la connerie ordinaire, c'est-à-dire la névrose pénardisée par la débilité ambiante, eh bien, n'accepte pas ces vérités. Voilà. Ça, c'est une vieille question depuis Aristote. Pourquoi le mélancolique dit des vérités alors que l'opinion est contente du sophisme? Bon, c'est une vieille question. Donc, l'enjeu de la folie, c'est comment l'entendre, cette folie? Comment entendre ce qui, dans la folie, n'est pas que des raisons et ravive les teintes de la raison? Voilà. Comment entendre ça? C'était la grande question de la psychiatrie. Comment l'entendre? Comment l'entendre? C'est dans quel dispositif? Le dialogue, le colloque singulier. Bon. Le dialogue groupal. L'institution pensée uniquement comme médicale, l'institution pensée comme un lieu philosophique, l'institution pensée comme un lieu de conversation philosophique, c'est les utopies du traitement moral. L'institution pensée comme une ville utopique ouverte sur d'autres villes utopiques, c'est la grande campagne, dans laquelle on laisse aller les patients lors des prémices de la psychothérapie institutionnelle, parce qu'à la campagne, ils meurent pas de faim. Et après la guerre, on les retrouve, ils vont bien. Ils disent toujours des choses bizarres, mais ils vont bien. Bon. La psychiatrie, jusqu'à ces derniers moments, jusqu'à évidemment une vingtaine d'années quand même, s'est beaucoup intéressée aux incidences du malaise social sur les sujets. Voilà. Maintenant, elle a la phobie du social, elle a créé cette catégorie débile de phobie sociale, mais parce qu'elle a la phobie du social. Bon. Et bien, là, moi, je parle de ce à partir de quoi je travaille. Et pour le dire très simplement, des termes comme autisme, des termes comme trouble du développement, agitation, etc., des termes comme bipolaire, ce qui veut strictement rien dire, sont devenus non pas des diagnostics, on peut se penser l'histoire des diagnostics, etc., je ne suis pas pour les diagnostics à toute force, évidemment, mais sont vendus comme des traits identitaires. C'est-à-dire que les patients viennent nous voir en disant « je suis bipolaire ». Qu'est-ce qu'ils en savent qu'ils sont bipolaires? Qui ne l'est pas? Qui à un moment n'est pas exalté pour se retrouver quelques jours plus tard plus ou moins déprimé? Qui n'est pas plus ou moins en phase avec des fantasmes fondamentaux? On est tantôt actif, tantôt passif, tantôt héroïque, tantôt salopard, etc. Bon. Alors, ça a pu créer, c'est vrai, une sortie parfois de l'accablement. S'il y a des associations de bipolaires, les gens sont moins accablés. S'il y a des associations... On crée des trucs comme l'autiste pride, par exemple. Les autistes qui défilent en disant « pride to be autistic ». Je vais terminer là-dessus parce que ce serait très long et sans doute trop spécialisé et du coup sans doute pas très probant. Je dirais simplement qu'y compris dans le fait que la folie révèle le rapport torturé, compliqué, stimulant que nous avons à la beauté et à la vérité, que dans la psychiatrie New Look, la folie n'est rien de plus que le nom d'un handicap, télécommandé par la biologie, prouvé, dit-on, à tort par l'imagerie cérébrale, handicap avec lequel le sujet est tenu de s'identifier à toute force, et dont, bien évidemment, il doit être fier. Et ce qui m'inquiète le plus dans le politiquement correct, c'est cette imposition réductionniste où l'on va découper l'humanité en sous-catégories, chacune représentée par un trait. Ce trait devait être porté par la fierté, quand on sait très bien que la fierté n'est pas le nom du confort du rapport à nous-mêmes et à autrui, n'est pas le nom de l'intelligence du rapport à nous-mêmes et à autrui, mais est le nom du dernier rempardement derrière des décorations claquemurées et éphémères, des passions intraitables que sont la honte et que sont la haine, et qu'effectivement, en entendant bien, puisque nous sommes dans la victimologie, que ces passions affleurent à mesure qu'elles sont produites, le politiquement correct fémine
de lutter contre ce qu'il ne cesse de produire. Nous sommes à ce moment-là dans les vertiges de la belle âme, voulant édicter des mises au pas et nous coupant nous-mêmes de la possibilité créative que nous avons à faire des noyaux les plus intraitables de nos âmes. Bien, super. Merci Olivier. Terminé.